Bonsoir. Merci, professeur Myrdal. Je dois vous dire que pour moi, d'avoir eu le privilège de travailler avec vous et avec cet institut a été une chance extraordinaire. Parce que cet institut d'études avancées est effectivement un endroit où on peut exercer la pensée libre, à condition d'avoir des idées. Et je vous remercie aussi de l'introduction que vous venez de faire, parce que dans la tradition de cet institut que vous dirigez, avec une main de fer dans un gant de velours et avec une ouverture d'esprit extraordinaire, vous m'avez déjà jeté un défi avant même que je commence. Donc merci d'avoir placé tout de suite cette conférence dans le cadre de l'esprit de ce que nous essayons de développer. Notre siècle s'ouvre sur des paradoxes concernant les progrès de certains aspects les plus importants de la vie sociale. La pensée libre connaît des moyens sans précédent de s'exprimer sur la toile, par exemple, et en même temps se produit une montée des fanatismes. Les généreuses idées de la Déclaration des droits de l'homme du siècle des Lumières sont menacées par une tenace résurgence de la haine d'autrui. Dans tout ceci, comme vous l'avez rappelé, je pense que la pluralité d'interprétations, fondement de la tolérance, un des fondements, j'aurais dû écrire, suppose effectivement que l'on puisse changer d'opinion, de point de vue sur le monde, sur autrui, et accéder, selon les mots de Merleau-Ponty, à la pensée libre. Le problème est qu'une fois qu'on a dit ça, tout reste à faire. Et en particulier que le cerveau, puisque je ne suis qu'un physiologiste, je dois vous parler du cerveau. Le cerveau impose au monde des règles d'interprétation qui sont apparemment rigides et qu'il faut vaincre justement pour atteindre à cette flexibilité. Un petit exemple, 2 exemples empruntés à la perception. Le cerveau impose au monde ses règles d'analyse et ses a priori. C'est une propriété remarquable que j'appelle simplex, mais qui est, vous le verrez, redoutable. Sur la partie droite de cet écran, vous avez 2 petites créatures et vous avez la perception que ces créatures n'ont pas la même taille. Eh bien, si vous alliez sur l'écran, vous verrez qu'en centimètres, elles ont exactement la même taille. C'est votre cerveau qui, en fonction du contexte, impose cette interprétation. Et à droite, il y a en haut une image de la chambre de Ames, une chambre trapézoïdale dont le toit était incliné, construite par les psychologues à Ames dans les années 50 du siècle précédent. Et si on regardait par un petit trou de l'extérieur de cette salle, voilà ce qu'on percevait. On percevait une salle cubique. Et à l'intérieur de cette salle, 2 petites filles ayant objectivement la même taille étaient perçues comme ayant des tailles différentes. C'est parce que le cerveau aime la symétrie. Il impose au monde des règles d'interprétation. Au fond, notre cerveau est une machine projective qui projette sur le monde des idées a priori. Et évidemment, c'est extrêmement utile. Ça permet d'aller vite dans l'analyse du monde. Mais, justement, cela impose des interprétations a priori qui jouent un rôle, à mon avis, important lorsque se produit ce que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire les défauts de la tolérance, l'absence, puisque nous projetons nos a priori. Alors je voudrais poser une question, puisque je vais commencer par l'enfant ce soir. La question, c'est qu'au cours de l'histoire, on a utilisé des enfants pour les endoctriner, enfermer leur cerveau dans des schémas mentaux rigides qui engendrent l'intolérance, la haine et le fanatisme. Et vous voyez que je parle aussi de l'autre revers de la médaille, ou la dépendance cognitive. En général, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on endoctrine les enfants entre 7, 8 et 14, 15 ans. Et nous en avons dans l'histoire, et encore maintenant, de nombreux exemples. L'enfant de la guerre, à la Sierra Leone, les gens qui coupaient les bras et les mains des paysans, c'était des enfants de 15 ans qui avaient été les enfants de la guerre. L'enfant endoctriné, l'apprentissage du fanatisme religieux, les jeunesses hitlériennes que Hitler a lancées dans la bataille dans les derniers mois, Pol Pot, les attentats suicides, etc.
L'enfant cybernétique, le fait qu'aujourd'hui nous savons et nous pourrions en parler, j'aurais pas le temps de vous parler des avatars numériques aujourd'hui, mais c'est un souci, les jeux de rôle. La question est donc, quels sont les mécanismes qui permettent ou qui facilitent cet enfermement dans cette période particulière de la vie qui est la période où, au contraire, on apprend en général aux enfants la tolérance, la diversité des points de vue, etc., dans les différentes communautés. La réponse est à chercher quelque part dans les étapes du développement des capacités de l'enfant à interagir avec autrui et à changer de point de vue. Je ne suis pas du tout à l'origine un spécialiste de la psychologie de l'enfant, mais je m'intéresse beaucoup à ces questions et depuis quelques années en particulier, depuis que j'ai la chance d'être à la retraite, je travaille beaucoup sur ces questions grâce en plus à l'indulgence extraordinaire de mon épouse Maya, qui a admis que je suis incorrigible. Alors, qu'est-ce qui se passe au cours de ce développement? Et je vais essayer d'aller détecter précisément, justement, un ou deux aspects de ce processus qui est pertinent pour la question que nous avons posée. Nous savons que la capacité d'interagir avec autrui grandit au cours de l'ontogénèse. L'enfant passe de divers types d'engagement, dyadique, 3 mois, triadique, nous disent les psychologues, 9 mois, et puis vers 14 mois, un peu plus d'1 an, apparaît l'engagement collaboratif, etc. Donc il y a assez tôt, finalement, ces développements de ces capacités d'interagir avec autrui à partir notamment de choix, de planification, etc. Nous savons aussi qu'il se produit assez rapidement, un petit peu avant 1 an, où un phénomène que les psychologues appellent l'attention conjointe, c'est-à-dire la capacité de comprendre, prendre avec, et de partager les intentions d'autrui. Vous voyez ces 2 petites filles qui sont très, 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 très attentives dans cette attention conjointe vers le poids, ici, de l'une d'entre elles. Et nous savons aussi que certains enfants ne peuvent pas partager. Même dans cette activité assez première, non pas primitive, mais première, qui est l'attention conjointe. Par exemple, les enfants autistes, dans les premières étapes de la vie, ont une difficulté et il y a une similarité entre les aires du cerveau activés par l'attention conjointe et les aires dont le volume est modifié chez les patients autistes. Donc il y a, vous voyez, des signes de ces déficits chez ces patients, de cette capacité d'interagir avec autrui par le fait de prêter attention à la même chose, qui est déjà une forme extraordinairement importante de partage. Nous savons aussi, et c'est le travail qui avait été fait par Tomasello, mais qui avait beaucoup attiré l'attention d'un neuropsychologue qui malheureusement est décédé. À 12 mois, les enfants peuvent désigner et comprennent que les adultes ont des états psychologiques qu'ils peuvent partager. Alors, désigner, c'est pas l'attention conjointe. Désigner, c'est à 3, c'est-à-dire je désigne au professeur Myrdal cet écran. C'est le je, tu, il, avec l'acquisition du langage, c'est déjà une triade, c'est déjà une manipulation de l'espace. Nous travaillons dans un espace qui n'est pas seulement le mien, mais qui est déjà à 3. Et Jean-Denis de Gauss, qui a malheureusement été tué par une moto il y a 4 ans, avait décrit un symptôme sur lequel j'ai travaillé avec Anne-Catherine Bachot-Lévy, qu'il avait appelé l'hétérotopoagnosie, c'est-à-dire la difficulté justement pour les enfants, mais certains patients adultes, de désigner les parties du corps d'autrui. Donc d'interagir avec autrui dans cette relation corporelle. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de ceci. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé dans la littérature de psychologie de l'enfant, c'est le fait qu'entre 1 an et 4 ans, l'enfant progressivement élabore la capacité de relier les événements personnels avec ceux du monde extérieur. Et vers 4 ans, comme vous voyez sur le schéma de droite ici, l'enfant, après avoir eu
surtout une perception de son devenir, de son avenir dans le flux du temps, en quelque sorte, de façon égocentrée, centrée sur soi-même dans le temps. Il a acquis vers 3-4 ans la possibilité d'imaginer que les autres ont une histoire indépendante de leur propre histoire. C'est déjà une étape fondamentale, d'être capable de sentir qu'autrui a une histoire qui n'est pas la même que la mienne. On est déjà dans des espaces partagés, des espaces de vie. Et puis, effectivement, vers 4 ans, au-delà de 4 ans, il y a la capacité de comprendre que non seulement il a une histoire personnelle, qu'autrui a une histoire, mais qu'il y a aussi une histoire du monde. Et vous voyez, c'est pour cela que je pense que tout cela, d'une certaine façon, a quelque chose à voir avec le problème de la perception des espaces. L'espace du corps, l'espace d'autrui, l'espace lointain et l'espace, nous en reparlerons dans un instant, que vous imaginez si vous imaginez comment on va d'ici jusqu'à la Tour Eiffel. Alors Piaget et Inelder ont montré que c'est vers 7-8 ans, donc nous sommes au-delà de 4 ans, qu'un espace intellectuel, je cite, sera construit capable de l'emporter définitivement sur l'espace perceptif et permettant justement, c'est ce qu'ils avaient écrit, le changement de point de vue. Alors, nous avons travaillé depuis, avec mon laboratoire, avec les psychologues, les collègues de par le monde qui s'intéressent à ces questions, avec une hypothèse qui, bien sûr, est réductrice. Elle ne traite que d'une petite partie de cette immense question. Et cette hypothèse, c'est que pour sortir du chemin mental tracé par le conditionnement, par exemple, chez ces enfants conditionnés dont j'ai parlé tout à l'heure, ou chez les adultes, il faut que l'enfant fasse une opération de décentrage nécessaire pour passer d'une perception égocentrée à une perception allocentrée. Je vais m'expliquer. En effet, vous avez plusieurs façons de vous représenter le chemin que vous avez fait pour venir jusqu'ici. Vous pouvez vous rappeler vos mouvements, les épisodes, la mémoire épisodique, les événements que vous avez rencontrés de façon séquentielle dans le temps. C'est ce que moi j'ai appelé une stratégie topokinesthésique dans laquelle votre corps, vos événements ont été liés à la route, aux événements qui se sont produits. Et dans le passé, nous avons cette capacité de coder nos relations avec le monde, avec autrui, avec l'espace, de cette façon. Et je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, mais nous avons montré que c'est une opération qui intéresse principalement le cerveau gauche, le cerveau du langage, exactement comme décrire un itinéraire, c'est décrire cette séquence des événements. Et puis vous pouvez aussi vous rappeler le chemin que vous avez fait pour venir jusqu'ici, sur une carte de Paris ou sur votre iPhone ou sur votre tablette. Et c'est une stratégie allocentrée, topographique, puisque vous n'avez pas besoin d'imaginer votre corps. Vous pouvez imaginer un chemin sur une carte, comme ici, et ceci vous permettrait éventuellement de repartir d'ici par un autre chemin. Et puis, il y a un troisième référentiel. J'ai introduit ce mot. Un troisième référentiel, une troisième façon de coder nos relations avec le monde, que Jean-Denis Degaus et Anne-Catherine Bachot-Lévy ont appelé hétérocentré, c'est-à-dire par rapport à autrui. En ce moment, j'ai une perception du monde dans laquelle je prends par moments certains d'entre vous comme référence, ou vous pouvez me prendre moi ou quelqu'un d'autre qui est en dehors de cette salle. Et donc, notre cerveau a cette capacité d'utiliser les différentes stratégies et ces différents systèmes de relations et par conséquent de les manipuler pour pouvoir changer de point de vue. Voilà l'unité du propos. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que depuis une quinzaine d'années maintenant, une communauté internationale de chercheurs en neurologie, en neurosciences, en psychologie, utilise les méthodes notamment d'imagerie cérébrale, mais aussi d'électroencéphalographie, de magnétoencéphalographie,
de coopération avec les neurologues pour essayer de comprendre quelles sont les structures du cerveau, les réseaux qui sont impliqués dans le codage, le mot est un peu trivial, dans le codage de ces différentes façons de coder l'espace. Vous avez au moins une chaise ici, il y en a une là-bas, voilà. Alors voilà un exemple de manipulation des, excusez-moi, il manque un U après le P, des référentiels égaux et allocentrés. C'est une expérience que nous faisons en réalité virtuelle. On peut utiliser la réalité virtuelle pour cela. On met les gens dans des casques de réalité virtuelle ou devant un écran. Et on met les gens, par exemple, devant un écran qui représente un palais virtuel. Ça n'est pas l'hôtel de Lausanne, mais c'est un palais. On les fait se promener dans le monde virtuel, dans la cour, comme vous vous êtes promené dans la cour ici. On dispose des poubelles, ce que la direction de l'IEA a bien voulu ne pas faire pour vous accueillir, et une balle. Et puis, on fait balader les gens dans ce monde virtuel jusqu'à ce qu'ils le connaissent, comme vous connaissez bien cette salle maintenant, ou la cour de l'hôtel de Lausanne. Et puis, on demande au sujet, on met le sujet dans l'IRM, c'est-à-dire la machine à enregistrer l'activité cérébrale par l'imagerie, par résonance magnétique, et on montre juste une petite image d'une petite partie du palais avec les poubelles dedans. Voilà. Et on demande au sujet, comme je vous demande en ce moment, laquelle des poubelles est la plus proche de vous. Alors ça, c'est facile, vous allez répondre la verte, la verte et la verte. Hein, c'est une tâche de distance égocentrée, puisque vous avez à relier ces poubelles à votre corps. Et puis on lui demande laquelle est plus proche de la balle. Là, vous pouvez le faire même sur l'écran. Vous n'avez pas besoin d'appliquer votre corps. Et puis alors, dernière tâche, on demande au sujet laquelle est la plus proche du mur le plus grand du palais. Et comme on montre une petite zone du palais, il faut que le sujet, dans sa tête, reconstruise la totalité du palais, un petit peu comme si je vous demandais, est-ce que cet écran est parallèle à l'avenue des Champs-Élysées ? Bon, qui dit oui ? Non, je vais pas dire du mal des dames à ce stade-là. Et ce qu'on constate, c'est que les réseaux qui sont impliqués dans ces deux stratégies ne sont pas les mêmes. Autrement dit, nous avons bien des réseaux différents pour coder nos relations avec le monde séquentiellement et de façon cartographique. Il se trouve que le réseau qui code ici la stratégie égocentrée est très proche de maladies neurologiques qui s'appellent la négligence spatiale, qui implique le cerveau droit, comme savent ceux qui éventuellement sont neurologues ou neuropsychologues ici. Donc il est possible d'identifier dans le cerveau ces réseaux qui sont impliqués dans les changements de perspective. Et comme nous savons que dans certaines maladies psychiatriques, comme la schizophrénie, il y a des difficultés aussi dans les interactions sociales, nous avons fait avec une équipe de psychiatres chez le professeur Marie-Odile Krebs, le docteur Isabelle Amado et à Sainte-Anne, en collaboration avec un jeune doctorant qui est venu d'Allemagne, Stéphane Landgraf, dans le service du professeur Ollier, une étude sur des patients schizophrènes. Et nous avons montré que dans cette tâche du palais, les patients schizophrènes avaient effectivement une difficulté à faire ce changement de point de vue. Alors ça n'est pas une énorme population, mais ça montre qu'il est possible de montrer chez ces patients ces difficultés et de faire l'hypothèse, la science avance de pas à pas, de faire l'hypothèse qu'il peut y avoir quelque chose de commun, et je vais vous en montrer tout à l'heure d'autres éléments. Alors pour revenir au problème de l'enfant, ayant cette idée, si vous voulez, que je viens d'illustrer trop rapidement, parce que la littérature dans ce domaine est considérable aujourd'hui, est-ce qu'il est possible d'avoir des données expérimentales issues, par exemple, des travaux de Piaget sur ce qui se passe justement chez l'enfant dans cette capacité, vers 10-12 ans, d'acquérir la possibilité de changer de perspective, de passer de la perspective égocentrée à une perspective allocentrée. Et avec l'équipe d'Olivier Houdet
qui est un grand spécialiste de la psychologie de l'enfant à Paris 5, nous avons construit une expérience en réalité virtuelle que Piaget avait à l'origine fait avec des allumettes sur une table. Il avait des allumettes, il les mettait bout à bout ou il les mettait en zigzag et il demandait à l'enfant quel est le plus long. Et l'enfant, au début, disait le plus long c'est celui-là, hein, et etc. Bon, alors nous avons construit une expérience un peu compliquée, donc vous me pardonnerez, mais pour les expériences que je vais vous montrer, je ne peux pas entrer dans le détail de chacune, elles sont toutes publiées. Ceux qui veulent avoir plus d'informations sont bienvenus de m'envoyer un mail et je vous enverrai tous les PDF, comme on dit, sur ces articles. Eh bien, nous avons montré, en bref, avec cette équipe, que c'est bien entre 5 ans et 12 ans que se produit progressivement pour l'enfant la capacité de passer d'une perception égocentrée de cette tâche à une perception à une perception allocentrée. Parce que comme vous le voyez sur ces deux images, on peut donner à l'enfant la tâche soit de son point de vue sur la route, comme quand vous conduisez la voiture, soit d'un point de vue cartographique allocentré. Donc, ceci et les erreurs qu'il fait sur la tâche allocentrée diminuent de façon considérable. Donc ça n'est pas une preuve, mais c'est un indice de plus qui se passe dans cette période-là, comme l'avait prédit l'expérience dite des 3 montagnes de Piaget. C'était une expérience dans laquelle il montrait aux enfants des petites poupées, etc. Il y a quelque chose là, dans cette période, qui est bien crucial dans l'acquisition par l'enfant de pouvoir changer de point de vue et de manipuler les points de vue. Et vous voyez bien que quand je parle de point de vue, comme l'a mentionné tout à l'heure le professeur Myrdal, il s'agit de changement d'opinion aussi. Alors nous avons fait pas mal d'expériences sur ce sujet, et en particulier avec nos amis hollandais, l'équipe d'Albert Postma. Nous avons fait des tâches de navigation dans un labyrinthe virtuel, qui est un labyrinthe en étoiles. Le labyrinthe, vous voyez, ce sont des routes dans la campagne. L'enfant part d'ici et il doit aller en principe là. Au début, dans ce labyrinthe en réalité virtuelle, il navigue là avec la souris, il ne sait pas très bien où c'est, et puis à un moment donné, il arrive là, c'est bien le but, et pof, on dit bravo, et il a une barre de chocolat. Ou bien, voilà, ces étudiants, on ne leur donne pas de vodka ni de whisky, parce que dans ces tâches-là, la récompense, l'émotion, c'est très important, comme je le dirai dans un instant. Donc, c'est une tâche qui permet, qui avait été faite par Laurent Rondireg, qui a un laboratoire ici à Paris 6, il y a assez longtemps, chez la souris, dans le laboratoire du prix Nobel de génétique Tonegawa à Boston, où elle avait montré que dans une tâche semblable, dans laquelle une petite souris en fait nageait dans de l'eau, il y avait une petite plateforme où elle pouvait se sécher, et il avait montré qu'il y avait un déficit dans la capacité de faire cette tâche en utilisant des indices allocentrés chez des souris qui avaient un manque d'un gène, je dis ça pour les spécialistes qui sont là, dans CA1 de l'hippocampe. Comme je sais que le professeur Beaulieu est ici, je précise ce petit détail important. Et donc c'est une expérience qui était basée sur des données extrêmement approfondies de génomique. Et je mentionne ça parce que nous sommes la semaine du cerveau, et c'est pour vous montrer qu'on peut aujourd'hui travailler au niveau de l'homme avec des paradigmes de réalité virtuelle, mais avec des paradigmes qui ont été d'abord testés soit chez la souris, soit chez le rat, soit chez le singe, soit en IRM. Donc on peut arriver à cerner peu à peu ces questions en combinant des approches à différents niveaux de l'analyse scientifique. Alors là, les enfants, ils partent de là, au début ils se trompent, et puis là ils arrivent finalement là. Et alors on essaye de voir s'ils utilisent la stratégie allocentrée ou égocentrée, et c'est assez facile parce que il suffit, une fois qu'ils ont bien appris ce trajet-là, par exemple, il suffit de les faire partir d'ici. S'ils ont appris une stratégie
égocentrés, eh bien c'est droite-gauche-droite et ils n'arrivent pas au bon endroit. S'ils ont suivi une stratégie allocentrée, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé l'environnement, comme par exemple, quand on est dans Paris, on peut très bien ne pas se rappeler son trajet dans les rues, mais se rappeler de la disposition entre la Tour Eiffel, le Châtelet, etc., et naviguer avec une carte, eh bien à ce moment-là, on pourra y arriver. Donc c'est un paradigme extrêmement intéressant qui a montré que même des enfants très jeunes peuvent adopter une stratégie allocentrique après 4 ans, mais qui deviennent plus efficaces après 5 ans et surtout après 10. Pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce qu'on n'est plus dans une problématique dans laquelle on pense que l'enfant, tout d'un coup, acquiert cette capacité, mais avec l'idée qu'éventuellement ces stratégies, ces capacités sont présentes très tôt chez le jeune enfant, mais qu'elles se développent, elles deviennent de plus en plus sophistiquées au fur et à mesure que se développent notamment tous les circuits qui impliquent les cortex frontaux, préfrontaux, les relations avec les émotions, et qui permettent par conséquent pas seulement de faire des changements de stratégie, mais en même temps de faire des relations avec autrui, etc. Voilà un petit éclairage, si vous voulez, sur la façon dont aujourd'hui on peut aborder chez l'enfant ces questions. Alors la question suivante que vous avez mentionnée encore une fois, Madame, tout à l'heure. Vous avez posé à peu près toutes les questions en 2 minutes. Pour changer de point de vue et de référentiel spatial, il faut aussi être capable d'inhiber. Il faut inhiber une stratégie plutôt qu'une autre. Pour changer de point de vue, il faut inhiber éventuellement son premier point de vue. Quand vous m'avez vu, vous avez dit ce type, il n'a pas l'air sympathique. Si éventuellement vous trouvez que j'ai l'air sympathique, il va vous falloir inhiber. Et le premier, je vais vous dire tout à l'heure, les bases neurales de cette activité difficile. Eh bien, il y a des données extrêmement intéressantes aujourd'hui, faites encore une fois par l'équipe d'Olivier Houdet, mais d'autres équipes, sur cette question, et vous allez voir que c'est spectaculaire. On donne à un sujet, soit un enfant, soit un adulte, une tâche logique à partir d'une tâche perceptive. Alors, s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite, etc. C'est une tâche de raisonnement logique, mais qui est faite à partir d'un array de carrés, de losanges, de couleurs. Alors, au début, l'enfant jeune ou l'adulte se trompe, parce qu'il fait ça essentiellement en utilisant la partie postérieure de son cerveau, le cortex pariétal, qui est la partie où sont codées les informations perceptives, principalement cortex visuel, etc., relation avec l'espace. Et puis, on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, c'est-à-dire au bout d'un certain âge pour l'enfant, et chez l'adulte, éventuellement avec l'apprentissage, eh bien, on voit basculer toute cette activité du cortex pariétal, comme vous voyez ici, à l'arrière du cerveau, vers le cortex préfrontal. Vous voyez qu'ici, la partie antérieure du cerveau est vide. Et au bout d'un moment, ou à partir d'un certain âge, on voit ces activités dans le cortex frontal et préfrontal, et en même temps, l'enfant ou l'adulte ne fait plus d'erreurs, et par conséquent, il a complètement changé de stratégie. C'est-à-dire, et pour cela, il a dû, et c'est le travail de toute cette équipe qui a mis au point des méthodologies remarquables pour traiter l'inhibition, il a dû inhiber l'utilisation de ces stratégies perceptives. Alors, il y a toute une littérature là-dessus, mais je voulais vous montrer cet exemple qui est très joli et qui montre à quel point changer de point de vue, adopter l'opinion d'autrui, se mettre à sa place, etc., demande éventuellement d'inhiber quelque chose, et je vais essayer d'aller un peu plus à fond sur cette question dans un moment. La conclusion temporaire, c'est pas une conclusion, mais c'est l'idée que je propose avec beaucoup de modestie, parce que les conséquences en sont importantes, si c'est vrai, c'est qu'entre 6, 7 ans et 12, 13 ans, il y a un âge que je propose d'appeler une période critique cognitive de la capacité de changer de point de vue. Vous savez qu'en biologie, on appelle période critique ces moments dans le développement, depuis la naissance, où l'enfant, le bébé, acquiert des capacités. Il y a des
il s'ouvre des fenêtres, l'enfant peut voir, entendre, etc. Et ce sont les bases biologiques de ces périodes critiques sont étudiées notamment par l'équipe d'Alain Prochian au Collège de France, mais par beaucoup d'autres équipes en France et dans le monde. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que ces périodes critiques s'ouvrent, et si à ce moment-là on ne donne pas à l'enfant la possibilité d'exercer cette fonction, eh bien, quand c'est fermé, il y a un déficit. D'où les enfants de Ceausescu, etc. Vous savez, tous ces problèmes qui se posent. Ce qui est remarquable, je le dis en passant, j'ai pas le temps de le mentionner, c'est que l'équipe d'Alain Prochian, avec Taka Wench en particulier, ont montré qu'il est possible aujourd'hui de réouvrir ces périodes critiques. C'est une bonne nouvelle pour les adultes, et peut-être même pour les gens âgés dans mon genre. Donc l'idée est de proposer que dans cette période de l'enfance, il y a une période critique pour l'acquisition de la capacité de la pluralité de points de vue. Devant la manipulation des enfants de cet âge qui continue de par le monde et conduit au fanatisme, je pense, et une des sources, je propose que nous travaillions à un véritable droit de l'enfant à la pluralité d'interprétation. Et je vous signale qu'avec Carlo Ossola, qui a une chaire d'histoire de la littérature italienne au Collège de France, et Brian Stock, un grand spécialiste du Moyen-Âge canadien, nous avons fait effectivement un colloque au collège et un livre, La pluralité interprétative, fondement historique et cognitif de la notion de point de vue, qui est publié sur les éditions du collège. C'est un livre très interdisciplinaire avec des juges, des spécialistes de l'enfant, etc. Alors, pour avancer encore un peu sur ces questions, si vous voulez bien me suivre encore un petit moment, il faut commencer vraiment, à ce moment-là, par se poser la question de comprendre les bases neurales de la relation avec autrui. Le problème est qu'il y a une dizaine d'années encore, il y avait une formidable littérature sur la psychologie sociale. Et il y avait très très peu finalement de données de neurosciences sociales. Pour des raisons de méthodologie, on ne pouvait pas mettre deux personnes dans une IRM et on ne pouvait pas faire deux EEG en même temps. On ne pouvait pas enregistrer chez le singe les neurones chez deux singes en même temps, etc. Ces technologies se développant, peu à peu, il y a une explosion aujourd'hui de ces domaines avec un journal, Social Neuroscience, et des livres comme celui, par exemple, de Chris Frith et Daniel Wolpert, de grands spécialistes de ces questions. Alors, reprenons un petit peu l'hypothèse qui est un peu le fil rouge de mon exposé. Comme l'a dit tout à l'heure Madame Myrdal, les interactions sociales exigent une manipulation des points de vue, c'est-à-dire des référentiels spatiaux. Alors, il nous a fallu inventer des paradigmes pour cette étude des référentiels. Il faut les inventer. Le problème que nous avons maintenant dans ces neurosciences, c'est qu'il faut chaque fois inventer finalement ce que nous appelons un paradigme, c'est-à-dire une situation expérimentale qu'on va tester sur le plan du comportement, etc. Et qui est, alors là, nous avons par exemple au laboratoire, en collaboration avec l'hôpital de la Salpêtrière, professeur Bollac, épileptologue, des neurologues, neuropsychologues, un étudiant qui est maintenant psychiatre, un psychologue, développé un paradigme utilisant la maison de Le Corbusier. La flèche devrait sortir de l'œil de cette poupée. Pardonnez-moi, elle est partie en vol là, mais elle devrait aller de la poupée vers la lampe. Et nous avons utilisé la maison de Le Corbusier, on y a mis une poupée et on a posé au sujet la question suivante que je vous pose, même si j'ai pas le temps de vous montrer toute la manip. Vous voyez la poupée, vous voyez la lampe, eh bien la diapo suivante sera prise du point de vue de la poupée. Et donc on montre une diapo après, et cette diapo est prise du point de vue de la poupée ou n'est pas prise du point de la poupée. Mais en vous posant maintenant cette question, supposez que je vous pose cette question, est-ce que vous pensez, attention, la prochaine diapo va venir du point de vue de la poupée. En quelque sorte, je vous oblige mentalement à quitter votre siège et à vous mettre à la place de la poupée et à faire un changement de point de vue et à vous mettre dans le corps de la poupée. Merleau-Ponty, le corps en acte. Donc,
c'est un paradigme qui teste la capacité de changer de point de vue et d'aller se mettre dans le corps d'autrui, assez simple finalement. Alors nous avons montré chez les patients hippocampiques qu'ils avaient des déficits, et il y a toute une série d'expériences qui ont pu être faites, mais c'est pour vous montrer un petit peu la façon dont nous procédons dans ces questions pour identifier le rôle que peuvent jouer certaines aires du cerveau dans ces questions-là. On peut faire une expérience assez simple comme celle-là, la faire en comportement, la faire sur des patients, ou bien faire avec l'IRM. Nous en avons fait toute une série depuis une dizaine d'années. Voilà la plus compliquée. Donc là, j'ai pas du tout le temps de vous montrer tout le paradigme, mais voilà la plus compliquée des expériences. Nous avons combiné là au moins 4 ou 5 paradigmes. Nous avons d'abord disposé sur une table 5 objets. Et nous avons demandé au sujet, on a déplacé les objets, on a demandé au sujet de fermer les yeux, puis ensuite de dire quel objet avait bougé. Et la littérature avait montré que quand on fait bouger passivement la table, le sujet reconnaît moins bien l'objet qui a changé que s'il se déplace lui-même avec son corps. Autrement dit, on retrouve dans cette tâche d'identification du changement de position d'un objet, le rôle important de... Décidément, la gravité est là. Hein. Je crois que c'est tout. Après, il y a l'ordinateur, le micro est attaché. Bon. Donc, ça fait 1 minute de pause, ça va. Alors, donc ça, c'est une tâche sur l'espace proche. Hein. Et puis, on a mis une poupée pour regarder l'effet, les changements référentiels par rapport à un avatar. On a mis une flèche pour voir quelle était la différence entre le corps d'un avatar et un objet qui avait une direction. Et puis il y a un environnement. Et on a combiné tous ces changements de référentiels par rapport à l'espace proche, la table, par rapport à l'espace hétérocentré de l'individu et par rapport à l'environnement. Et on a donc regardé les aires du cerveau activées par les changements de point de vue, actifs ou passifs, etc. Et on trouve un réseau. Ce réseau que nous avons aussi retrouvé dans toute une autre série d'expériences avec mes collègues italiens à Rome et à Chieti maintenant. Ce réseau est un réseau assez solide, c'est 5 ou 6 aires qui fonctionnent et qui sont impliquées dans ces manipulations de référentiels. Donc c'est pas n'importe où, le cerveau c'est compliqué, mais il est possible, c'est ça le message, d'identifier certains des réseaux, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui sont impliqués dans ces changements de point de vue. Et en même temps, on s'aperçoit que ce sont différents réseaux dans notre cerveau qui sont impliqués dans le traitement de l'espace de préhension, dans le traitement de l'espace comme celui de nos relations en ce moment avec ceux qui sont proches, ou dans la manipulation même de mes relations avec ceux qui sont à fond de la salle, etc. D'où une hypothèse que j'ai formulée il y a déjà 4-5 ans et sur laquelle nous travaillons avec des psychiatres, à savoir qu'il y aurait un trait transnosographique, le mot est un peu savant mais je l'ai emprunté à mes collègues médecins, qui concernerait épilepsie, schizophrénie, autisme, anxiété spatiale, etc., de déficit des manipulations des différents espaces, y compris d'ailleurs les enfants infirmes moteurs cérébraux, etc. Parce que ces différents réseaux sont lésés dans les différentes maladies et par conséquent, ça vaut la peine d'aller les explorer. Mais pour ça, il faut multiplier les paradigmes. Donc vous voyez, c'est à la fois compliqué, mais en même temps, on peut pas à pas identifier des réseaux du cerveau impliqués dans ces différents traitements et en même temps regarder comment ils travaillent ensemble. Alors, je n'ai pas le temps d'approfondir chacun de ces sujets. J'espère avoir été clair là-dessus, mais ça n'est pas tout. Parce que jusqu'à présent, j'ai surtout parlé du cerveau cognitif, en quelque sorte, et pas des émotions. Mais vous allez me dire, la tolérance, c'est aussi les émotions. Et vous savez que nous avons 2 cerveaux, un cerveau cognitif et puis le cerveau des émotions, avec des structures, je vais vous montrer une image. Or, la tolérance exige une coopération entre le cerveau cognitif et le cerveau des émotions, et René Cassin écrivait dans son discours de réception au prix Nobel de la paix: la raison ne suffit pas, les facteurs émotionnels et notamment le sentiment de la justice ne sauraient être abandonnés à ceux qui les utilisent pour la haine et la destruction.
Effectivement, l'enjeu, c'est de comprendre la relation entre ce cerveau cognitif, dans lequel il y a tous ces traitements que je viens de mentionner, et le cerveau des émotions. Or, vous savez que les entrées sensorielles, par exemple de la vision, mais aussi tactile, adressent des informations pas seulement à la partie dorsale de votre cerveau, ici, qui code où sont les choses, où vous êtes, l'espace, pas seulement à la partie ventrale, temporale, ici, hop, là, sur la tempe, qui identifie les objets, qui, quoi, les détails, et puis ensuite c'est tout mélangé et reconstitué dans le cortex préfrontal. Mais il y a, à partir de ces aires sensorielles, un traitement direct, très rapide, qui est fait à partir de l'amygdale, qui est la structure qui attribue de la valeur. Pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand vous m'avez vu, vous avez attribué de la valeur à mon visage immédiatement, c'est 100 millisecondes. Quand vous voyez quelque chose qui bouge dans la forêt, vous avez peur, 100 millisecondes, c'est un serpent, ben non, parce que ça n'a pas la tête triangulaire, donc c'est une couleuvre, vous la prenez dans un bocal, vous l'amenez à vos enfants ou vos petits-enfants. C'est-à-dire que l'amygdale dit danger, et le cerveau cognitif va dire non, 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 etc. C'est plus long. Donc ce cerveau des émotions attribue à partir de l'amygdale immédiatement de la valeur, et cette attribution est pérenne. Elle peut être fixée et rester longtemps. Quand on a mangé une huître et des huîtres, qu'on a été malade, pendant longtemps, quand on en voit, on ne fait pas, etc. Donc c'est très fondamental. Danger. Heureusement, il y a le cortex orbitofrontal, dont je vais vous dire encore un mot tout à l'heure, qui lui est ici orbitofrontal, sous les orbites, qui lui est capable d'inverser, de changer. C'est un arbitre. Il va modifier éventuellement l'évaluation qui a été faite et il ne transmettra au cortex préfrontal, pour la combinaison des informations de valeur avec les informations cognitives, qu'après un certain arbitrage en fonction de la mémoire, du jugement, du regret, etc. Ce que je vous dis là est évidemment une caricature, mais en gros, c'est quand même comme ça que ça marche. Alors, un bel exemple de ça, c'est le syndrome de Capgras. Un enfant part avec son vélo, il tombe, et il est emmené à l'hôpital, il revient à la maison, il dit à son père « Tu n'es pas mon père, tu ressembles à lui, mais tu n'es pas mon père ». Et le moment un peu dangereux de ma conférence, des psychanalystes pourraient dire que cet enfant a vu ses parents faire des choses qu'il ne voulait pas voir, où il y a un problème. Il y a maintenant une autre explication qui n'est pas exclusive, ma chère Isabelle, mais qui est complémentaire, et qui est que il a une lésion fonctionnelle, pas forcément anatomique, entre de la liaison justement, une lésion de la liaison entre cette évaluation de la valeur affective de l'expression de visage de son père, du corps de son père, et l'évaluation cognitive. Et il dit donc, tu ressembles à mon père, mais tu n'es pas mon père, parce que pour identifier cette personne comme son père, il faut qu'il ait fait la conjonction entre l'évaluation cognitive et l'évaluation affective émotionnelle. Voilà une interprétation, si vous voulez, extrêmement intéressante d'un très ancien syndrome. Alors, il y a des choses plus récentes. J'aime bien citer le travail d'Étienne Quéclin, qui est directeur du laboratoire de neurosciences cognitives de l'École normale supérieure, qui est un très grand chercheur et qui, lui, a des modèles maintenant liés à la décision, dans lesquels il dit qu'il n'y a pas seulement un contrôle cognitif qui se produit dans le cortex préfrontal et qui est mélangé avec les émotions, mais il y a aussi dans la partie médiane profonde du cerveau, ici au milieu, c'est pas là et c'est pas là, mais c'est au fond une évaluation, la motivation. C'est-à-dire, vous avez eu envie de venir ici, vous avez décidé de venir ici et vous avez trouvé que c'était peut-être pas mal de venir ici. En partant, vous trouverez peut-être que vous avez perdu votre temps, mais ça, c'est le jugement a posteriori. Donc, vous voyez qu'on commence maintenant aussi à identifier le rôle possible dans ces questions d'interaction avec autrui et de jugement, finalement, d'autrui, qui sont les fondements, je pense, de la tolérance, et de ses contraires, les différentes
mécanismes dans le cerveau. Alors bien sûr, je dois vous citer, mais ça vous le connaissez tous, les travaux de Damasio, ça a été traduit en français, l'erreur de Descartes, estime de soi, qui lui a montré l'importance de ce cortex orbitofrontal ici, qui fait ce travail de mise en relation de l'évaluation par le cerveau, par des raisonnements des aspects cognitifs, et à quel point, il a montré à quel point, dans cette zone-là, se fait ce qu'il a appelé un marquage par l'émotion des informations cognitives. Autrement dit, notre cerveau cognitif évalue le monde avec des critères cognitifs, mais cette évaluation est marquée par les émotions. Et ce qu'a fait Damasio, qui est très important, c'est qu'il a remis au goût du jour les théories de William James, par exemple, c'est-à-dire que cette évaluation se fait à partir du corps. C'est-à-dire, c'est parce que je transpire, c'est parce que mon cœur bat que je vais trouver que ce que pense mon cerveau cognitif n'est pas adéquat. Et c'est pas le contraire. Autrement dit, c'est la fameuse théorie, on n'a pas peur. On n'a pas peur et ensuite on fuit. On a peur parce qu'on fuit. C'est la réintégration du corps sensible dans l'évaluation d'autrui. Autrement dit, dans toutes ces affaires-là, il faut prendre en compte le rôle du corps, etc. Tu n'as pas l'air contente, Rosalie. Ah bon, d'accord. Il y a quelqu'un qui n'est pas content. Bon. On va en parler, hein. Bon. Ah oui, le portable. Ah bon, c'était pas ce que j'ai dit, hein. Non. Bon, merci. Mais moi, je suis content si. Alors, pour aller un petit peu d'avance, plus avant dans cette question, nous avons beaucoup travaillé et je vais maintenant vous dire quelques mots sur un travail que moi j'ai engagé depuis maintenant 7 ou 8 ans sur cette question de la perception des émotions d'autrui. Et vous allez voir que, encore une fois, je ne vais pas vous parler d'émotions, mais je vais vous parler de changements référentiels spatiaux. Vous savez qu'aujourd'hui, le mot empathie est à la mode. L'autisme, c'est l'empathie, la schizophrénie, c'est l'empathie, vous pouvez acheter une machine à laver empathique, une voiture empathique, la politique est empathique, monsieur Untel, président de la République, candidat à la présidence, est empathique ou pas, enfin bon. C'est un mot qui est, pour une part, utilisé dans ce que j'ose appeler une imposture scientifique. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y a 2 modes fondamentaux différents, au moins 2, d'interaction avec autrui. La sympathie et l'empathie. Les philosophes allemands, Vischer, Lipps, etc., avaient déjà distingué Mitfühlung, processus spatial et temporel par lequel nous ressentons la même chose qu'autrui au même moment, sentir avec. Mais nous ne changeons pas de place. Et Einfühlung, dans sentir, processus spatial et temporel par lequel nous nous projetons mentalement dans le corps d'autrui, sentir avec. Einfühlung. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà distingué 2 modes complets d'interaction avec autrui, l'un dans lequel on reste à sa place et l'autre dans lequel vraiment on est empathique. C'est-à-dire qu'on éprouve les émotions du point de vue d'autrui. Vous voyez, j'en profite pour réintégrer le mot point de vue. Alors la sympathie, Mitfühlung, c'est la contagion émotionnelle. Si je me mets à bâiller, 50% d'entre vous vont bâiller, sauf ceux qui bâillent déjà. Le rire, etc. Si je ris, comment ils s'appellent déjà les muscles ? Les zygomatiques, merci madame. Je pense toujours à De Vos quand je pense à ça. Vos zygomatiques vont s'agiter. C'est une contagion émotionnelle. Le système miroir, les neurones miroirs de Risolati, c'est-à-dire ces neurones qui s'activent lorsque je fais ça, dans mon cortex frontal s'activent des neurones qui préparent ce mouvement pour attraper un cacahuète ou une bonbon. Mais quand vous me voyez faire ça, dans votre cerveau, les mêmes neurones sont activés. Alors c'est une très grande découverte des neurosciences modernes, mais ça n'est pas l'empathie. C'est une capacité extraordinaire que nous avons de comprendre, de simuler dans notre cerveau l'action d'autrui. Mais on reste à sa place, c'est de la résonance en quelque sorte, etc. Donc il y a toute une série de données là-dessus, je vais passer rapidement.
des formes d'imitation. Ça, c'est des très jolies images que j'aime beaucoup, que je montre pas souvent, mais que je vous montre, sur l'imitation inconsciente. Il y a des travaux qui sont faits comme ça par les psychologues. Ça, c'est pas de l'empathie, hein. C'est merveilleux, c'est assez joli, hein. Bon, c'est assez joli. Bon, c'est pas de l'empathie, c'est de la sympathie, c'est de l'imitation, de la contagion corporelle, émotionnelle. Chez l'enfant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a les magnifiques travaux de Meltzoff et Moore là-dessus. Quand l'enfant fait, si la maman fait, le bébé fait, etc. Bon, c'est la contagion émotionnelle. Et puis les systèmes miroirs, avec un réseau dans le cerveau extrêmement bien identifié maintenant, d'aires qui sont impliqués dans cette capacité que nous avons de simuler dans notre cerveau ce que fait autrui. C'est très important. Mais ça n'est pas de l'empathie, à mon avis. Autre exemple, le contact par le regard. Si tout d'un coup, ce très joli travail de Nathalie Georges, qui est à Paris maintenant, de Driver Dolan en Angleterre, qui ont montré en IRM que lorsqu'on perçoit un visage, ça on le savait, on active une structure qui s'appelle le fusiforme, mais lorsqu'on établit le contact par le regard, comme je fais maintenant avec toi, Rosalie, ou avec quelqu'un dans la salle, lorsque j'établis le contact avec le regard, pardonnez-moi, immédiatement j'active vos amygdales. Pas les amygdales qu'on a là, hein, les amygdales dans le cerveau, l'amygdale dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'établir le contact par le regard, c'est immédiatement activer tout le cerveau des émotions. Parce que l'amygdale est impliquée avec pratiquement tout le cerveau. Alors, pardonnez-moi, mais les gens, je dis aux gens qui ont la gentillesse de m'écouter dans mes conférences qu'ils n'ont pas perdu leur temps complètement, parce que quand vous passez la douane, je vous recommande de ne pas regarder le douanier. Parce que si vous le regardez, immédiatement, son amygdale est activée, danger, et vous risquez. Donc il faut passer comme ça, avec le risque que si vous passez un peu trop comme ça, il se dit celui-là. Voilà, bon. Non, on est quand même là au fond d'un processus extrêmement important. Hein. Non, mais c'est important. Dans la rue, pourquoi tu me regardes? N'est-ce pas, hein? Et pourquoi? Qu'est-ce que... Hein? Le contact par le regard active tout le système de la valeur. On est... Alors, ou bien on tolère pas. Parce qu'ensuite... Cette impression donnée par le contact par le regard va être évaluée par le cortex orbitofrontal, comparée avec les données de la mémoire, de la culture, etc. Hein, on est dans le sujet. Enfin, je pense qu'on y est. C'est ça que je voudrais suggérer. Alors, je pense qu'une partie des papiers qui ont été publiés sur théoriquement l'empathie, sur la douleur, sont en fait la sympathie. Mais comme je vais vous parler tout à l'heure de la douleur dans pas très longtemps d'ailleurs. Oui, un petit quart d'heure. Ça va? Je vous ennuie pas là? Bon, un quart d'heure, 7h15, et puis on fait un quart d'heure de questions, 3 minutes. Hein, on a commencé vers 6h d'écart. Donc il y a un réseau particulier impliqué dans la perception de la douleur de soi ou d'autrui, des expériences qui ont été faites, tout à fait remarquables, qui ont identifié ces réseaux impliqués dans la perception de la douleur, soit de soi, soit d'autrui. Donc ça, il y a des données maintenant extrêmement intéressantes là-dessus, et je vous en parlerai. Alors l'empathie. Si la sympathie, c'est pas l'empathie, qu'est-ce que c'est que l'empathie? Alors, avec Gérard, j'ai eu la chance d'avoir comme éditeur de mes livres chez Odile Jacob, Gérard Joland, historien des sciences et philosophe, qui un jour m'a dit: Alain, si tu veux faire quelque chose de bien dans ta vie, tu étudies l'empathie. J'avais aucune idée de ça, et d'ailleurs on en parlait très peu, il y a une quinzaine d'années de ça. Et donc, au Collège de France, j'ai organisé, dans le cadre des séminaires du collège, un séminaire avec Anne-Catherine Bachou-Lévy, que j'ai mentionné tout à l'heure, Jean de Séty, qui est aux États-Unis et qui est, à mon avis, le plus grand spécialiste mondial actuellement des bases neurales de l'empathie. C'est un jeune Français très brillant qu'on n'a pas réussi à retenir. Nathalie Depraz, philosophe. Elisabeth Pachery, qui est philosophe aussi. Jean-Luc Petit, avec qui j'ai fait un bouquin, qui est un spécialiste du CERN. Une anthropologue. Et Françoise Sironi, que nous allons revoir au mois de juin au colloque Fried, qui est une spécialiste du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire les gens qui sont torturés et qui aiment leur bourreau.
Et on a posé la question, qu'est-ce que c'est que l'empathie? Et la conclusion de ce séminaire, c'est que personne ne savait ce que c'était. Donc, on pouvait commencer à travailler. Et donc on a commencé à travailler, on a fait une hypothèse, à savoir que l'empathie n'est pas la théorie de l'esprit, c'est pas la sympathie, ça consiste à se mettre à la place de l'autre avec un changement de point de vue, de référentiel spatial, en utilisant son corps virtuel. Ça, j'ai pas le temps de vous en parler du tout, mais nous avons un deuxième nous-mêmes dans notre cerveau, le schéma corporel, etc., des neurologues, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelque chose qui aille se mettre à votre place. Hein, tout en restant soi. Ne pensez pas que je fais de la parapsychologie, mais c'est un problème intéressant sur lequel je travaille actuellement avec les avatars. Tout en restant soi-même, sans forcément éprouver les émotions d'autrui, par le mécanisme de la sympathie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'un d'entre vous me sourit, mais qu'en réalité, il estime que ce que je dis est ridicule, pour vraiment comprendre ou s'il est triste ou malheureux ou qu'il souffre, il faut que je puisse inhiber ce que me donne la contagion émotionnelle, la sympathie, pour me mettre à sa place et comprendre quelle est sa véritable émotion. Moi, j'ai travaillé avec des Japonais pendant 20 ans et je vous garantis que c'est une chose tout à fait classique, puisque nos amis japonais disent non, je ne suis pas d'accord du tout. Bien, donc, il faut justement, vous voyez, c'est pour ça que c'est fondamental, pour adopter le point de vue d'autrui, le comprendre, il faut éventuellement être capable d'inhiber ce que nous donne la première impression, ou le point de vue, ou l'apparence, vous décoderez le mot. Par conséquent, on retrouve l'inhibition dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire, et je vous signale quand même que 90% des fonctions de notre cerveau sont des fonctions inhibitrices. Les ganglions de la base, qui sont les réseaux qui prennent des décisions, ont principalement des chaînes de neurones inhibiteurs. Le cortex préfrontal passe son temps à ne pas nous faire faire. Faire quelque chose, c'est éventuellement inhiber tout le reste. Là, en ce moment, vous êtes en train d'inhiber le fait de vous sauver pour pouvoir rester encore un petit moment à m'écouter. Donc, le cervelet qui contrôle tous nos mouvements, les neurones Purkinje sont des neurones inhibiteurs. Faire quelque chose, c'est désinhiber. Donc l'inhibition, il faut la prendre en compte. Autrement dit, l'hypothèse, c'est que l'empathie va être, comme la mémoire, une série de processus dans nos cerveaux. On ne parle plus de la mémoire, on parle des mémoires. Mémoire procédurale. L'empathie, ça sera plusieurs systèmes en compétition. Attribution de valeur, identification d'autrui, etc. C'est un processus dynamique comme ce qui se passe entre nous depuis presque 1 heure maintenant, en permanence. Alors nous avons un petit paradigme, et je vais vous faire un peu de gymnastique parce que c'est la fin de la soirée. Est-ce que certains l'ont déjà fait, à part le professeur Briand qui connaît bien? Personne n'a fait dans la salle, à part lui et peut-être mon épouse. Donc je vais vous demander de tous mettre vos mains comme ça. Voilà, ne tuez pas votre voisin, et vous allez faire comme moi le plus vite possible. Alors attention, comme moi le plus vite possible. Ne tuez pas votre voisin. 1, 2, 3. Eh ben non. Mesdames, eh oui, j'ai la main droite en bas. Vous êtes restés à votre place bien tranquillement. Vous vous êtes pas mis à la place de Berthoz, et en exactement 900 millisecondes, je vous ai démontré. J'ai maintenant 12 500 sujets, 1500 roboticiens, 900 neurologues, des psychiatres, même les grands patrons, les 50 directeurs des centrales thermiques de l'EDF. Donc en quelques secondes, vous voyez la différence entre les deux processus. Ça ne règle pas la question de l'émotion. C'est pas l'empathie, mais c'est un des processus nécessaires pour vraiment se mettre à la place d'autrui. Donc on a un paradigme qui s'appelle le funambule, qui est issu d'un travail qui a été fait par des artistes à Paris 8, Marie-Hélène Tramus et Michel Brett, avec qui j'ai travaillé pendant un moment, et qui avait une funambule qui dansait comme ça. Et on a construit donc une expérimentation dans laquelle on a mis des sujets devant ce funambule, et on a regardé ce qu'il faisait, des sujets normaux.
Et on a vu qu'ils faisaient soit l'un, soit l'autre, etc. Ensuite, ayant publié un premier papier du paradigme, Bérangère Thiriou, qui était philosophe à l'origine, qui devait faire une thèse sur Kant et qui a fini par faire une thèse sur l'empathie, parce qu'elle s'est intéressée à ça, avec comme directeur d'ailleurs Gérard Jorland, comme co-directeur, est allée à Lausanne chez Olaf Blanke qui travaille sur les sorties du corps, etc. Elle a fait l'EEG là-bas, ce qui se produit dans le cerveau, et elle a montré que au bout de 600-800 millisecondes, qui est le temps qu'il a fallu à un grand nombre d'entre vous pour faire A et changer, à peu près ce temps-là, eh bien, il y a ici une activation d'un certain nombre d'aires impliquées dans la distinction entre soi et autrui, le système miroir quand même, mais qui va être inhibé, reconnaissance de soi, etc. Et puis, on a travaillé aussi sur ce qui se passe ici dans la phase cruciale du changement de stratégie. Et donc, nous avons des données qui ont permis ensuite de publier un article qui est publié en 2010, dans lequel on a montré les différences de stratégie, les différentes activations dans le cerveau entre ces deux stratégies, ce que la plupart d'entre vous ont fait, c'est-à-dire une symétrie en réflexion, et ce que vous avez fait ensuite, c'est-à-dire ce que nous pensons nécessaire pour être en empathie. Et il se trouve, et c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est que les aires activées dans ces deux stratégies correspondent aussi à des aires impliquées dans des phénomènes dits d'autoscopie ou autoscopie, qui étaient des sorties du corps connues en neuropsychologie, etc. Donc il est possible aujourd'hui d'aller un petit peu, vous voyez, on n'a pas les explications, d'aller peu à peu dans cette direction. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que j'ai la chance, depuis 3 ans maintenant, de travailler avec l'équipe de Olivier Audet d'une part, et des pédopsychiatres à la Salpêtrière ici, l'équipe de David Cohen et Jean Xavier, et nous avons fait un petit enfant funambule. C'est beaucoup de travail parce qu'il faut régler les problèmes de taille, de sexe, etc., de mouvement, et nous avons maintenant fait passer ce test à 50 enfants dans des écoles normaux, 80 ou 45, et 50 enfants à l'hôpital ayant soit autistes, soit des troubles visuospatiaux, pour regarder les différentes stratégies, etc. Donc c'est un vrai paradigme, vous voyez, intéressant. Et voyez encore une fois comment on peut arriver à combiner ça, et en particulier pour les enfants autistes à cause de ces difficultés d'interaction sociale et de compréhension d'autrui. Alors maintenant, je vais terminer très rapidement en passant trop vite un certain nombre de diapos pour vous montrer à quel point ces questions sont extraordinairement générales, mais en vous donnant quelques éclairages sur des approches qui sont faites en neurosciences sur ces questions. Évidemment, dans la question de la tolérance, il n'y a pas seulement la question de la reconnaissance d'autrui, des changements de référentiel, il n'y a pas seulement la question des émotions, mais il y a aussi la question des règles morales. Et j'en dirai un tout petit mot tout à l'heure à propos du projet Fried que je vais simplement annoncer. Parce que dans la tolérance, il y a ce problème du respect des règles morales. Alors, c'est pas du tout mon travail, mais il faut que vous sachiez qu'il y a actuellement dans la littérature, et vous pouvez avoir tous ces papiers, si vous tapez PubMed en majuscule, vous aurez la grande base de données mondiale de biologie, vous tapez des mots-clés en anglais, et vous aurez tous ces papiers. Donc il y a maintenant des données en IRM par des équipes qui sont faites sur les aires impliquées dans l'acceptation des normes sociales. Et vous voyez d'ailleurs en passant qu'on retrouve nos amis, on trouve le cortex orbitofrontal, etc., dans ces questions d'acceptation des normes, c'est-à-dire en quelque sorte d'arbitrage dans ce qui est possible, pas possible, ça. Il y a des données qui sont déjà un tout petit peu plus anciennes, 2006, dans lesquelles des psychologues, alors S. Berthoz, c'est pas moi, c'est ma fille Sylvie Berthoz, Julie Grèze, qui a travaillé sur ces questions avec Julie Grèze, qui a une équipe à l'école normale maintenant, et Passingham et Dolan en Angleterre, et les Anglais ont été tout à fait pionniers sur ces questions d'études de neurosciences, si vous voulez, avec des sujets plus larges sur le plan social. Il y a aussi des données qui ont été obtenues par des gens comme Green, 2004, c'est encore plus ancien, mais c'est pour vous montrer que ces questions, la littérature est déjà ancienne. Alors, je vous lis le petit texte. On est en temps de guerre. Vous êtes caché dans une cave avec plusieurs autres personnes. Les soldats ennemis sont à l'extérieur. Votre bébé se met à pleurer très fort. Et si rien n'est fait, les soldats vont vous trouver et vont tuer vous, votre bébé et toutes les autres personnes dans la cave.
La seule manière d'éviter cela est de couvrir la bouche du bébé. Mais si vous faites cela, le bébé va s'étouffer jusqu'à ce que mort s'en suive. Est-il moralement permis de faire ça ? C'est effectivement un sujet très grave. Et ils ont fait l'IRM, ils ont montré encore une fois l'implication de ces aires orbitofrontales ici, d'évaluation de travail, de décision. Et puis, enfin, un paradoxe, l'ostracisme. Très important dans les questions de tolérance et aujourd'hui dans certaines questions de terrorisme, etc. L'ostracisme, c'est être exclu d'un groupe. Bon, moi j'espère que vous ne m'exclurez pas complètement à la fin de mon exposé, par exemple. Il faut que vous sachiez que ça conduit au désir d'être aimé et que ça induit l'imitation, mais aussi le comportement agressif, ça c'est connu. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est d'apprendre que les personnes ostracisées sont très sensibles au groupe, extrémistes, car ce sont, disent les psychologues, les seuls dans lesquels ils auraient l'impression de ne pas pouvoir être exclus. C'est pas moi, c'est intéressant si c'est vrai. De plus, ce que les neurosciences apportent, qui moi me paraît une très belle découverte des neurosciences aujourd'hui, c'est que d'être ostracisé active dans notre cerveau les mêmes aires que la douleur physique. Donc être exclu d'un groupe, ça fait mal. Et je termine par 3 diapos pour vous dire que sur ce fond de ces connaissances un peu en kaléidoscope que j'ai essayé de clarifier autant que j'ai pu, nous avons la chance que l'Institut d'études avancées de Paris a mené depuis maintenant, c'est la 3e année, un projet qui a été proposé par Itzhak Fried. Itzhak Fried est un neurochirurgien qui opère à la fois aux États-Unis et en Israël. Il opère des gens, du cerveau, mais en même temps, il enregistre avec des neurophysiologistes des neurones dans le cerveau des patients. Et il a fait des travaux absolument extraordinaires sur la reconnaissance d'autrui, etc. Et il a écrit dans Lancet, il y a quelques années, un article sur ce qu'il appelle le syndrome E. En bref, et je caricature, le syndrome E, c'est des gens qui éventuellement sont capables de fusiller 50 personnes, les jeter dans une fosse, rentrer à la maison, être de bons pères de famille et d'excellents voisins. Les gens disent « Ah, mais comment ça se fait? Il est tellement gentil, on joue à la pelote basque ou à la pétanque tous les dimanches. Comment ?» Et il a décrit les caractéristiques que je vais vous montrer la diapo en anglais. Et donc, depuis 3 ans, dans cette salle d'ailleurs, se tiennent des colloques complètement interdisciplinaires sous la direction de Madame Myrdal, avec l'aide de Simon Luc qui vraiment nous aide beaucoup dans ces choses-là, pour essayer de comprendre toutes les multiples dimensions de cette affaire, parce que Fried avait listé les caractéristiques de ce syndrome. Ça n'est pas le cerveau des dinosaures qui tout d'un coup fait ah 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 ah. Pas du tout. Ça s'accompagne sans doute de l'extinction de l'amygdale, l'attribution de valeur, diminution du jugement de valeur à regarder. Ça relève de ce qu'on appelle la fracture cognitive. C'est une disconnexion du cortex préfrontal ventromédial de certaines manifestations somatiques, c'est-à-dire ce que le sujet peut éprouver quand il fait l'acte n'atteint plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'estimation. Il y a, etc., toute une série d'autres, et une question d'identité, car éventuellement il y a le déni de l'identité de la victime. Nous avons vu ici un film qui nous a passé de ces hommes qui se baladent avec des victimes et qui, comme si c'était des animaux. Donc il y a un problème. Vous voyez, donc le problème est d'une immense complexité. Et nous avons réuni les gens pour essayer scientifiquement, avec beaucoup de modestie et beaucoup de prudence, de comprendre.
Donc il y a toute une série de questions. Est-ce qu'il s'agit de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, d'un switch entre deux états du même cerveau, entre deux états du même cerveau, pas forcément entre deux cerveaux? Est-ce qu'il y a une pluralité d'états parallèles avec des personnalités multiples? Est-ce qu'il y a une capacité de la flexibilité pervertie, que j'appelle moi la vicariance? Est-ce qu'il y a des nids, etc. Voilà, donc c'est des questions extraordinaires, et je vous rappelle que ça concerne évidemment des problèmes très généraux, y compris comme ceux qu'avait mentionné et soulevé Paul Ricoeur sur la question, dans son petit livre remarquable « Soi-même comme un autre », avec les différents types d'identité, identité comme MMT, ipséité, narrative. Donc tous ces problèmes-là sont impliqués dans cette question, et c'est pour ça que c'est absolument remarquable que cet institut ici puisse abriter une réflexion complètement ouverte, d'autant plus que sur la question, par exemple, de l'identité, nous savons qu'aujourd'hui, il y a cette question des identités multiples. Autrefois, on avait peu d'identités, finalement. On était père de famille, on était chaudronnier, on avait 5, 6, 7. Aujourd'hui, non seulement on en a plusieurs, mais en même temps, dans les mondes virtuels, les enfants ou les jeunes maintenant ont des avatars multiples, etc. Donc ces questions deviennent extraordinairement difficiles et intéressantes. Et je vous montre une dernière diapo qui vous montre un petit peu aussi comment on essaye de regarder ça aujourd'hui. C'est une installation pour vous montrer à quel point c'est merveilleux pour moi d'être dans ce domaine depuis longtemps, et j'espère encore pour un petit moment, parce que il s'alimente d'une multitude de cultures. J'avais rencontré à Weimar un artiste, Maurice Verman, qui était venu me voir à la fin d'une de mes confs. Il m'a dit: j'ai une installation artistique à vous montrer. J'avais pas le temps, je l'ai dit venez à Paris, je l'ai invité pour une semaine et il m'a montré ça. Un double miroir, d'ailleurs je crois que vous pouvez le voir au Palais de la Découverte pour d'autres choses. C'est un double miroir et on est deux, voilà, Isabelle. Tu es là, je suis là, entre nous il y a ce double miroir et je peux voir Berthoz, je me vois moi dans le miroir, ou bien par un jeu de lumière dans ce double miroir, je te vois, ou bien par le jeu de miroir, d'intensité ou de flicker, je vois tout d'un coup un tout petit peu de Berthoz, et puis de plus en plus de Berthoz, et puis finalement je vois Berthoz là, je me vois, pardonne-moi, c'est-à-dire que je peux transformer l'identité de la personne qui est en face de moi, et en même temps, je peux mesurer dans quelle mesure je vais coller à mon identité à moi, dans laquelle je reste collé. Et ce paradigme que nous appelons le double miroir est utilisé actuellement à Poitiers sur les patients ayant des troubles obsessifs compulsifs et des personnes ayant Alzheimer parce qu'ils restent collés un petit peu sur eux dans l'interaction avec autrui. Il est utilisé à Rennes sur des patients schizophrènes par Sylvie Torgman, qui est une pédopsychiatre, à Brest par l'équipe du professeur Bols chez les enfants autistes, et à Sienne chez les enfants autistes, justement comme paradigme pour étudier ces questions de relation avec autrui. Et nous commençons des études sur les émotions. Voilà, ça c'est ce qu'on est en train de faire. Merci.